Bonjour à tous, merci pour votre fidélité à Sika TV. Voici les titres du journal. Au Nigeria, les réserves de change à leur plus bas niveau depuis 3 ans. Elles ont chuté de 5,8% selon la Banque centrale du pays. En Côte d'Ivoire, les transformateurs de noix de cajou sont mécontents. Ils dénoncent la concurrence déloyale des multinationales asiatiques. L'Evergiven a levé l'ancre après 100 jours d'immobilisation. L'Evergiven, c'est le nom du navire géant qui avait bloqué le canal de Suez. Et nous démarrons ce journal par le Nigeria. Les réserves de change du pays ont chuté de 5,8%, atteignant leur plus bas niveau depuis 3 ans, selon les données publiées le 5 juillet par la Banque centrale nigériane. Elles sont passées de 35,37 milliards de dollars enregistrés au 31 décembre 2020 à 33,32 milliards de dollars au 30 juin 2021. Cette contre-performance est essentiellement due à un certain nombre de facteurs, parmi lesquels figure la baisse des bénéfices du pétrole brut du Nigeria, malgré les tendances haussières du marché mondial du pétrole brut. Des transformateurs ivoiriens de la noix de cajou, dont le pays est le leader mondial, ont dénoncé lundi la concurrence déloyale des multinationales asiatiques qui, selon eux, mettent en péril les investissements de l'industrie locale. Reportage. En Côte d'Ivoire, le groupement des transformateurs de cajou ivoiriens a déploré qu'un grand nombre d'usines locales n'a pas pu s'approvisionner en noix brute, notamment en raison de la concurrence farouche menée par les opérateurs non industriels sur les prix de la matière première, les poussant à des niveaux aberrants et incohérents au regard du marché actuel des produits finis. Une telle spéculation sur les prix se fait au détriment de l'industrie locale et ne bénéficie qu'aux industriels asiatiques. S'est insurgé le GTCI qui dénonce les importants volumes de stock et la rétention de ces opérateurs qui proposent des prix de vente déconnectés des prix internationaux de l'amande dans le but de les vendre à des opérateurs vietnamiens et indiens. La Côte d'Ivoire, leader mondial de la noix de cajou, a transformé en 2020 12% des 848 000 tonnes de sa production brute de cajou et vise à terme un taux de 50% à l'horizon 2025, selon les chiffres officiels. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a dénoncé que les 3 millions d'agriculteurs africains qui produisent la moitié des noix de cajou dans le monde ne touchent qu'une petite partie de la valeur ajoutée de ce marché en pleine croissance, faute d'une industrie de transformation. Le secteur ivoirien de l'anacarde compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives. Depuis quelques décennies, l'aquaculture est en pleine croissance dans le monde. Alors que la demande mondiale de poissons continue de croître, le secteur sera encore plus sollicité dans le futur dans de nombreuses régions comme l'Afrique. Il pourrait croître selon certains de 28% d'ici 2030. En Afrique subsaharienne, l'aquaculture connaîtra l'une des plus importantes progressions dans le monde sur la prochaine décennie. Selon les nouvelles perspectives agricoles de l'Organisation de coopération et de développement économique et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, portant sur la période 2021-2030, publiée le 6 juillet, la dite filière devrait enregistrer un bond de 28%. Si cette croissance dépasse largement celle du segment de la pêche de capture, c'est-à-dire plus 12% sur la période, la part de l'aquaculture dans la production halieutique totale ne devrait que progresser légèrement de 9% d'ici 2030. Plus globalement, les bonnes perspectives pour l'aquaculture en Afrique subsaharienne s'inscrivent dans un contexte mondial où le secteur a connu une forte progression sur ces dernières années. Il est devenu la principale source de poissons pour la consommation humaine devant la pêche de capture dont la production est restée stable sur les dernières décennies. Il faut noter qu'en Afrique subsaharienne, la consommation moyenne de poissons par habitant est d'environ 9 kg,
contre 20 kg à l'échelle mondiale. Sur le continent africain en général, l'aquaculture emploie environ 300 millions de personnes. En Algérie, l'agriculture compte parmi les principaux poumons de l'économie. Si l'année 2020 a été marquée par des perturbations liées au coronavirus, le secteur affiche tout de même une certaine résilience. En Algérie donc, la valeur de la production agricole a augmenté de 25 milliards de dollars. En Algérie, la valeur de la production agricole a atteint 25 milliards de dollars au terme de l'année 2020, contre 23 milliards de dollars un an plus tôt. C'est ce qu'indique le département américain de l'agriculture dans sa dernière note sur le pays. Cette progression, qui intervient dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus, vient confirmer le dynamisme d'un secteur qui reste l'un des principaux piliers de l'économie en dépit de la place prépondérante de l'industrie pétro-gazière. Le secteur génère en effet l'équivalent de 12% du PIB et fournit plus de 2,5 millions d'emplois directs dans le pays. Afin de le stimuler, le gouvernement a lancé une nouvelle feuille de route sur la période 2020-2024. Cette stratégie vise à réduire la facture des importations alimentaires de 2,5 milliards de dollars en ciblant plusieurs produits comme le blé tendre, l'huile végétale, le sucre, le maïs, la tomate industrielle et les semences de pommes de terre. Elle entend également porter la production céréalière à 7,1 millions de tonnes et cultiver les oléagineux comme l'arachide, le soja et le colza sur environ 500 000 hectares d'ici cette échéance. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, l'exécutif a déjà lancé en mars dernier un recensement des exploitations agricoles et du bétail sur l'ensemble du territoire national afin de collecter des informations sur l'ensemble des systèmes de production agricole. Pour rappel, l'Algérie importe annuellement pour plus de 10 milliards de dollars des produits agricoles. En Égypte, le secteur agricole a enregistré une bonne performance à l'export sur les 6 premiers mois de 2021. Selon les informations relayées par le quotidien local Egypt Independent, le volume des expéditions agricoles a en effet atteint 4 millions de tonnes sur la dite période. Ce stock marque une hausse de 15% par rapport aux résultats de l'année dernière à la même période. Dans les détails, les agrumes occupent le premier poste des exportations avec 1,72 millions de tonnes, soit 43% du total des cargaisons. Et puis toujours en Égypte, le porte-conteneur Ever Given, qui avait bloqué le canal de Suez pendant 6 jours, avant d'être immobilisé par l'Égypte environ 100 jours, a levé l'ancre mercredi comme prévu par un accord d'indemnisation des autorités par son propriétaire japonais. Le navire géant d'une capacité de 200 000 tonnes s'était retrouvé coincé en travers de la voie navigable le 23 mars, perturbant fortement le commerce maritime mondial et occasionnant un manque à gagner pour l'Égypte. Plus de 3 mois après la fin de l'incident de l'Ever Given, l'autorité du canal de Suez a organisé à Ismaïlia une cérémonie pour célébrer la signature de l'accord et le départ du navire. L'accord d'indemnisation a été annoncé dimanche par les autorités égyptiennes, qui n'ont toutefois pas révélé le montant sur lequel les deux parties se sont mises d'accord après plusieurs semaines de négociations. Le président de la SCA a indiqué que l'Égypte recevrait, outre des dédommagements financiers, un remorqueur d'une capacité de 75 tonnes de la part du propriétaire de l'Ever Given. Rappelons que le Caire avait réclamé au début 916 millions de dollars avant de revoir ses prétentions à la baisse à 600 puis à 550 millions de dollars. Le navire géant battant pavillon panaméen avait encastré sa proue dans la rive est de la voie navigable le 23 mars, se mettant en biais en travers du canal, bloquant la circulation sur ce point de passage d'environ 10% du commerce mondial. Selon les experts, d'après la SCA, l'Égypte a perdu de 12 à 15 millions de dollars par jour de fermeture. En outre, un employé de l'organisation est décédé pendant les opérations de renflouage du navire, selon l'autorité égyptienne, et le revêtement des berges a été endommagé. Au total, ce sont 422 navires chargés de 26 millions de tonnes de marchandises qui ont été bloqués.
L'ONG de lutte contre le crime organisé Global Initiative a publié une étude sur le trafic d'or en Afrique orientale et australe, Soudan du Sud, Ouganda, Kenya, Zimbabwe et Afrique du Sud. Des pays producteurs dont les marchés illicites sont interconnectés et dont l'or finit souvent par atterrir à Dubaï. Si les États ont fait des efforts concernant leur arsenal juridique, la corruption et l'implication d'acteurs politiques, militaires ou économiques haut placés permettent à ce trafic d'augmenter chaque année. Précision. Des mineurs aux acheteurs, en passant par les revendeurs, l'or de contrebande transite par des réseaux bien établis. En Afrique de l'Est, Kampala et Entebbe sont ainsi des plaques tournantes majeures, comme Johannesburg. Dans le sud, même si Harare au Zimbabwe prend de l'importance dans un marché illégal. Selon une chercheuse à l'ONG Global Initiative, qui publie le rapport, des personnes puissantes, en particulier des politiciens corrompus, peuvent saisir des terres ou obtenir des droits fonciers ou miniers et mener leurs propres opérations au détriment des populations locales. Ils peuvent aussi avoir des partenariats avec des sociétés plus importantes ou encore s'imposer comme intermédiaires locaux et puis obliger les petits mineurs à payer des taxes ou les forcer à vendre à certaines personnes avec qui ils sont complices. Résultat, le marché légal de l'or pèse peu par rapport aux millions de dollars qui s'écoulent dans des transactions illégales chaque mois selon elle. Et ce trafic devrait continuer à croître en même temps que l'intérêt pour ce minerai. L'or permet la subsistance de centaines de milliers de personnes. Les chercheurs recommandent de cibler les flux financiers des gros trafiquants, de collaborer avec les petits mineurs et acheteurs, d'établir un registre foncier sûr et de renforcer la coopération entre pays de la région. C'est pour que l'exploitation des mines d'or puisse favoriser le développement local au lieu de permettre le financement de conflits. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur Sika TV.